Cette maladie a débuté il y a aujourd'hui 40 ans, donc j'avais l'âge de 8 ans. Et donc le diagnostic a été réalisé donc en 2013, donc il y a aujourd'hui 9 ans. Donc il y a eu une errance médicale assez longue. Mahmoud Chalek, 48 ans, marié et père de 2 enfants, souffre depuis de nombreuses années de sarcoïdose. Il partage aujourd'hui son histoire dans ce podcast afin de nous permettre de mieux comprendre sa maladie et ce qu'elle implique au quotidien. Il s'agit d'une maladie inflammatoire touchant différents organes, comme par exemple les poumons, la peau et ou les yeux, pour ne citer que les plus fréquents. À l'heure actuelle, les causes exactes de la maladie ne sont pas connues. Il peut s'écouler des mois, voire des années, avant que la sarcoïdose ne soit diagnostiquée. Le fait qu'il s'agisse d'une maladie rare et que ses symptômes soient très divers et non spécifiques, comme par exemple la fatigue, explique cette possible errance médicale. Dans cet épisode, Mahmoud nous explique le chemin parcouru avant de recevoir le diagnostic. Je suis porteur d'une sarcoïdose, donc multiviscérale, qui atteint plusieurs organes, dont les yeux, les poumons, le cerveau. Donc j'ai quelques difficultés d'attention et de mémoire. Donc j'ai un peu de mal aussi, des difficultés par moment d'expression, hein. Donc je cherche mes mots. Donc tout cela, donc cette maladie a débuté il y a aujourd'hui 40 ans. Donc j'avais l'âge de 8 ans. Et donc le diagnostic a été réalisé donc en 2013, donc il y a aujourd'hui 9 ans. Donc il y a eu une errance médicale assez longue. Et donc voilà, aujourd'hui je suis assez content de pouvoir vivre avec, j'allais dire, avec le nom de cette maladie, hein, si on a trouvé le nom de cette maladie, donc sarcoïdose. Donc ça a débuté à l'âge de 8 ans, où lorsque je quittais les bancs de l'école, je me retrouvais sur le chemin à avoir des douleurs thoraciques. Donc c'était assez pénible car j'étais obligé de m'arrêter sur le bord de la route pour pouvoir reprendre mon souffle et essayer de faire en sorte que la douleur se calme. Et cela a duré un petit moment, jusqu'au moment où mes parents se sont rendus compte de ce problème. Donc ils m'ont ramené consulter mon médecin traitant de l'époque, hein, une doctoresse, qui avait conclu, après avoir ausculté, que c'était des douleurs intercostales et donc il fallait que je prenne des antidouleurs. Et pour cela, elle disait que le sac était trop lourd. Donc à cette époque-ci, mes parents avaient essayé de trouver une solution en portant le sac pendant les trajets d'école. Et ce problème a duré assez longtemps. J'ai plus trop souvenir, je me souviens de ces douleurs car elles étaient quand même, étant petit garçon, assez douloureuses et j'avais du mal à vivre avec. Et il m'a fallu du temps jusqu'à l'âge de 19 ans où mes souvenirs reviennent, où ces douleurs donc sont de plus en plus importantes. Et donc j'avais 19 ans à l'époque et je travaillais pendant les vacances scolaires avec mon papa, donc en tant que manœuvre dans une société de maçonnerie. Et il y a eu une journée où en faisant un travail, on faisait du crépissage de façade et donc je devais faire le mortier puis apporter les agneaux aux maçons. Ça a été ma tâche ce jour-là. Et il s'est passé que en soulevant un sac de ciment, à l'époque, qui pesait 50 kilos quand même, j'ai eu une grosse douleur thoracique, ce qui m'a obligé à relâcher aussitôt le sac de ciment. Et là, j'ai eu une très grosse douleur, difficulté à respirer et donc c'était un moment pénible, oui, à passer, mais j'ai tenu quand même à terminer ma journée de travail avec ces douleurs et ces difficultés à respirer.
Et puis bon, je pensais m'être fait mal en soulevant le sac de ciment, une simple déchirure musculaire. Donc j'en avais parlé à mon papa en rentrant à la maison et il m'a conseillé d'aller consulter donc son médecin traitant qui se situait à quelques kilomètres de la maison. Donc il m'a accompagné, nous y sommes allés et là, c'est un médecin donc qui avait l'habitude justement de travailler, aux urgences et qui m'a dirigé ce jour-là aux urgences pour, effectuer une radio de contrôle. Donc ce que je n'avais jamais fait, hein, je n'ai jamais fait de radio. Donc mon papa m'y avait emmené et à ce moment-là, donc arrivé à l'hôpital, donc à la ville de Briey, on a réalisé cette radiographie, on m'a ausculté et au bout de un moment, je ne sais plus exactement, ça devait être une demi-heure, une heure, on m'annonce qu'on allait me garder en hospitalisation, car on retrouvait un pneumothorax. Donc, il est vrai que pour moi, ça ne voulait rien dire, donc j'ai demandé plus de renseignements sur ce qu'était une pneumothorax. Et l'interniste m'avait expliqué que c'était un petit décollement au niveau du poumon, hein, de la plèvre. Et donc j'ai passé une nuit, je m'en souviens, assez stressante, car hospitalisé, c'était la première fois que j'étais hospitalisé, où je me posais plein de questions en me disant qu'est-ce que j'allais devenir, qu'allait-il me faire, est-ce que ça allait être douloureux? Et le lendemain matin, j'étais au service de pneumologie, où j'ai vu pour la première fois un pneumologue qui lui m'a ausculté et il m'a dit qu'il fallait faire donc des recherches et à ce niveau-là et surtout il fallait du repos, car ça pouvait se guérir par le repos ou il fallait effectuer un drainage. Donc c'est un petit tuyau qu'on met entre la plèvre et le poumon, où on inspire l'air et le mauvais sang qui permet de recoller en quelques jours le poumon. Et donc pour ma part, j'ai eu un peu de chance, au bout de quelques jours avec des antalgiques, le poumon s'est recollé. Donc cette douleur a disparu et ce contrôle que je devais faire justement, ça a été la même journée, j'allais dire, en fin d'après-midi où j'ai été emmené, dans un hôpital, à proximité, hein, c'est la ville de Nancy, chez un grand professeur qui lui, d'un coup d'œil a constaté qu'il avait un problème au niveau des poumons et il m'avait dit qu'il fallait m'opérer. Donc tout ça, pour nettoyer la plèvre et pour pouvoir la recoller, pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air et de mauvais sang qui empêchent justement le décollement du poumon. Et donc ce que j'ai fait, j'ai accepté. Bon, il y avait aussi, j'étais en plein examen, hein, quand j'étais en terminale F1 et donc j'ai accepté donc c'était plus précisément en première, donc je vais passer au bac de français et donc ça m'a poursuivi jusqu'en terminale, hein, parce que j'ai eu d'autres interventions au niveau des poumons, car ça n'a pas marché, dès le départ. Et puis, il est vrai que j'ai passé quelques événements assez douloureux et assez durs psychologiquement, hein, parce qu'en quelque temps, j'ai eu 3 interventions, j'avais 19 ans, donc je savais pas si j'allais encore, pouvoir vivre, car, à chaque intervention, ben, on me disait qu'il y avait toujours 5 d'échecs et j'étais malheureusement dans les 5. Et puis, après cela, je suis ressorti de l'hôpital, hein, après ces interventions. Tout allait bien, je me suis mis au sport, j'ai réussi à être athlète de haut niveau. Donc j'ai récupéré ces 20 de capacité que j'avais perdues, respiratoires, en faisant du sport, mais j'étais quand même très essoufflé, très fatigué, donc ce qui était pénible aussi, c'est la fatigue. Car la fatigue vous empêche, de faire beaucoup de choses, hein, au niveau de la qualité de vie, c'est vrai que ça se dégradait, car je passais mes journées allongées, donc il est vrai que la fatigue, c'est un facteur assez important et donc ce qui m'empêchait de vivre, j'allais dire,
comme toutes les personnes en bonne santé, quoi, avoir plein d'énergie et faire ce que l'on veut toute la journée. Et donc, après cela, il y a eu d'autres, j'allais dire, maladies et événements qui se sont passés assez graves. Je faisais des bronchites à répétition. Donc là où on me donnait des traitements assez forts en corticoïdes, mais toujours pareil, on mettait cela sur, voilà, sur la bronchite, hein, comme une maladie qui peut venir à tout moment, surtout en hiver. J'ai pu faire des infections qui me donnaient des boutons partout, on ne savait pas ce que j'avais. Donc il m'est arrivé d'être hospitalisé à l'hôpital des armées, donc à Metz, où on m'avait mis en isolement car on ne savait pas ce que j'avais. Et donc on m'avait fait une ponction lombaire qui était très douloureuse à l'époque. C'était des seringues qui étaient assez grosses, hein, à l'époque, hein. Donc je vous avoue que lors de la ponction lombaire, je me suis évanoui. Et donc ça a continué, on ne savait pas ce que j'avais. Et puis j'ai heureusement, grâce au traitement assez fort en corticoïdes et antibiotiques, j'ai pu guérir et ressortir et la vie continue. C'est-à-dire que voilà, ce sont, j'allais dire, la malchance, donc d'avoir toutes ces maladies et que voilà, ça voilà, qu'on ait les maladies les unes derrière les autres. On n'attachait pas trop d'importance à cette époque-ci. Donc on continue à vivre et voilà, et plus le temps avançait, plus j'avais plein de choses. Je faisais aussi donc méningite, j'ai eu une méningite virale. Donc même chose, j'ai été hospitalisé, on a fait tout ce qu'il fallait au niveau médical, ce qui m'a permis de guérir, mais on ne savait pas pourquoi je faisais tant de choses. Et il est vrai que mon médecin traitant, lorsqu'il me voyait venir avec des choses qui ne sont pas, j'allais dire, de l'ordinaire, il s'inquiétait en me disant: «Mais tu me fais vraiment des choses bizarres, toi». Mais ça s'arrêtait là. C'est-à-dire que lui, il avait la fonction, voilà, en tant que médecin, de me soigner, mais il est vrai que on n'allait pas chercher l'historique de ce qui se passait depuis l'âge de mes 8 ans. Et moi, étant jeune, je vous avoue, et ne connaissais pas la maladie, voilà, je faisais pas de rapprochement. C'est venu plus tard, donc bien plus tard, où là, j'ai commencé à me poser des questions. Et donc, je continue, donc les années passent, et là, des choses de plus en plus graves arrivent. Et donc, j'ai eu phlébite, une phlébite au niveau du muscle du genou. Et là, donc, je suis suivi donc par le médecin qui, bon, après être passé aux urgences, donc je devais rester allongé et avoir des piqûres justement. Alors je ne sais plus le nom exact, mais voilà, c'était justement pour faire partir ce caillot de sang au niveau d'une veine profonde. Et plus le temps avance et plus bon, j'ai ces grippes, ces bronchites à répétition. Et il m'arrive, là, il me semble que c'était en 2011, une grosse bronchite, donc où j'avais des crachats verts, du mal à respirer, donc un état vraiment fatigué, j'étais très fatigué. Et je travaillais de nuit à cette période-là, hein, parce que je travaillais au chemin de fer et j'étais à ce moment-là accrocheur de wagon à la SNCF. Et donc j'avais été voir mon médecin traitant pour avoir des antibiotiques, un traitement efficace. Donc c'est ce qu'elle m'a donné. Donc j'ai continué donc à travailler car je n'ai pas été arrêté. Et au bout de quelques jours, je suis retourné voir mon médecin traitant car voilà, je crachais de plus en plus vert et ça n'allait toujours pas. Et là, elle a décidé de me remettre en route un deuxième traitement pour qu'il soit plus efficace. Et je me souviens encore aujourd'hui, je lui avais demandé justement si je pouvais être arrêté car je tenais plus les nuits, je tenais plus la nuit, j'arrivais plus à travailler. C'est très, très, très difficile et physiquement. Donc elle avait refusé en me disant que si ça n'allait pas, il fallait revenir et qu'on verrait
que le traitement peut-être allait faire effet. Donc j'ai passé, je vous avoue, des nuits très difficiles à travailler. Donc c'était dur. Je m'en souviens encore aujourd'hui pour vous dire. Et donc, au bout de quelques jours, là, c'était donc de la toux qui était impressionnante, quoi. C'était vraiment, on m'entendait à plusieurs mètres tellement que je toussais fort. Donc j'y suis allé la revoir, mon médecin traitant, et là, elle a décidé de m'hospitaliser, d'aller voir les urgences pour qu'on m'hospitalise, car c'était pas normal. Et donc je suis arrivé à l'hôpital des armées à Metz, où là, je suis passé par les urgences, et on m'a fait une radio, et on m'a gardé donc, en hospitalisation, et j'ai été suivi par un très très bon professeur qui lui m'a mis en isolement, car il y avait suspicion de... Alors c'est une maladie, il faut que ça me revienne les mots, de... Ah, c'est une maladie que les marins avaient, enfin, je sais plus. Voilà, c'est une maladie, je ne sais plus le nom, je m'excuse. Mais il est vrai que c'est une maladie où on doit être en isolement car elle est contagieuse, très contagieuse. Et donc on a décidé par la même occasion, pendant ce séjour, de me faire des ponctions au niveau des poumons, donc une fibroscopie, dans un autre hôpital, un hôpital aussi à Metz, chez un spécialiste pneumologue. Donc j'ai réalisé ces prélèvements, donc désagréables, donc un examen très agréable, je m'en souviens encore. Je suis resté pratiquement 1 heure au lieu de 20 minutes. Et puis, pendant ces séjours, on m'a effectué aussi des prélèvements au niveau du foie. C'était on me mettait un tuyau passé par le nez pour aller prélever justement pour voir s'il y avait justement cette bactérie contagieuse. Et au bout de quelques jours, un matin, donc le professeur est venu m'annoncer le verdict, hein, et il m'annonce qu'il y avait une suspicion de sarcoïdose. Donc, on parlait de suspicion à l'époque, et donc je ne savais pas ce que c'était, donc j'en ai demandé un peu, de me renseigner un peu plus sur la maladie, et je vous avoue qu'à ce moment-là, c'était un choc, quoi, que je l'apparentais à un cancer. Donc, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je me suis dit, ouais, ça doit être un cancer. Et donc, je me suis un peu renseigné sur mon portable au niveau d'Internet. Et là où voilà, j'ai compris que c'était une maladie auto-inflammatoire, donc qui commence par les poumons. Et il est vrai que c'était une période assez pénible de peur, j'allais dire oui, de peur. J'avais très peur de l'avenir et savoir comment on allait me soigner, qu'il a été précisé que c'était une maladie rare et que voilà, j'avais compris qu'il n'y avait aucun remède, sauf dans les cas j'allais dire au premier stade, hein, quand la maladie commence j'allais dire, à attaquer les poumons ou au niveau de la peau. Si le traitement est pris assez rapidement au début de la maladie on peut en guérir, quoi. Et là, c'était pas mon cas, car les poumons, donc en faisant un scanner, on s'est rendu compte qu'ils étaient au stade 4, donc à la fibrose. Et donc là, la maladie était bien avancée. Donc le but était donc plus tard de stabiliser cette maladie. Et donc, comme il s'agit que de suspicion et qu'il n'y avait pas la preuve histologique, donc le traitement s'est arrêté au bout de quelques jours lorsque j'ai guéri de cette grosse bronchite. Et là, on m'a dit que j'étais guéri, hein, finalement. Donc la vie continue. Donc je continue. Donc je consulte mon médecin traitant que lorsque justement j'avais des bronchites ou des grippes. Et un jour arriva où un événement assez grave arriva. J'ai eu une vision, une barre blanche au niveau de l'œil gauche, un soir, en regardant la télé. Donc c'était, j'avais compris que je faisais quelque chose de grave, que je me disais: «Je dois faire un AVC». Et quelques minutes plus tard, je perdais la vue, hein, au niveau de mon œil gauche. Et donc là, mon épouse m'a emmené d'urgence à l'hôpital, où là, il y a eu aussi j'allais dire une erreur médicale où
On a fait que les examens le lendemain matin et on m'a laissé rentrer à la maison. On m'a fait un fond d'œil et on m'a dit qu'il fallait vérifier le lendemain matin. Donc je suis rentré à la maison. Je suis retourné le lendemain matin pour faire des examens en faisant une angiographie et ils se sont rendus compte que j'avais fait une oblitération de l'artère centrale de l'œil. Et donc l'erreur médicale continue, car normalement on devait pousser des investigations pour savoir pourquoi j'avais fait cette oblitération, car cette maladie est assez grave et elle touche généralement les personnes très âgées. Et, donc voilà, j'ai perdu à moitié la vue, donc j'ai une grande partie, 50% de l'œil gauche qui est à moitié aveugle. Et on m'a dit que c'était stable, donc l'ophtalmo de l'époque m'a laissé ressortir de l'hôpital. Donc je suis retourné à la maison avec ce problème quand j'étais devenu malvoyant. Et il est vrai que la vie continue, hein, donc ça ne va pas plus loin. Je suis malvoyant. C'est voilà, c'est la malchance, hein, voilà, pas de chance, et on continue. Et jusqu'au jour où là, je commence à avoir des problèmes de mémoire. Donc c'était ma fille donc qui était bien plus petite à l'époque, qui était chez la nourrice, et ma femme travaillait donc de l'après-midi, et elle m'avait dit de récupérer mon enfant donc à une certaine heure chez la nourrice. Et elle m'avait appelé justement quelques minutes avant. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis sorti et j'ai complètement oublié ma fille. Et c'est là où la nourrice a rappelé ma femme en lui disant, voilà, ça fait quand même une demi-heure que j'attends, personne ne vient. Et ma femme m'appelle donc en catastrophe en me disant, mais tu fais quoi? Je t'avais prévenu qu'il fallait chercher Sarah. Et j'étais parti donc me promener. Et donc il a fallu faire demi-tour et donc m'excuser auprès de la nourrice, et je me suis dit: «Ouais, j'ai oublié». Donc c'est un oubli. Donc un oubli quand même assez important. Et donc j'avais la chance de faire, comme j'étais en reconversion, faire une formation d'assistant comptable, et entre midi, j'étais accompagné donc d'un collègue en formation, et nous sommes allés manger à Auchan, et avant cela, j'ai dû retirer de l'argent avec ma carte bleue. Et quand je suis allé retirer de l'argent, je ne me souviens pas avoir fait le code et demandé cette somme d'argent. Et cette somme d'argent est sortie du distributeur. Donc là, je commençais à me poser des questions en disant à mon collègue, ouais, c'est bizarre, j'ai pas fait de code, j'ai pas demandé cette somme d'argent et j'ai reçu cette somme d'argent. Je me dis, ça, c'est bizarre. Et mon collègue me rassure en me disant, mais si, tu l'as fait, mais tu t'en souviens pas. Et là, je commence à me dire, voilà, il doit y avoir un problème quand même, que c'est la deuxième fois que j'ai ces oublis, ou ces moments d'absence plutôt. Et donc là, j'ai consulté mon médecin traitant en lui disant, voilà, j'ai quelques absences, et on mettait tout cela sur le compte de la fatigue et du stress de la formation. Et donc plus on continuait, et pendant cette formation, donc on était noté, j'avais un devoir noté où on devait réaliser des fiches de paye qui se faisaient sur un outil qui s'appelait Sage et qui se faisait sur ordinateur. Donc il fallait justement télécharger, imprimer ces bulletins de paye, hein, que l'on avait remplis au préalable, et il fallait les joindre aux devoirs. Et il y en avait quand même un nombre assez important, hein, qui donnait quand même beaucoup de points pour la note du devoir. Et il s'avère que j'avais fait tout le devoir, j'avais fait ces fiches de paye. Il me semble les avoir téléchargées, mais je ne les ai pas imprimées. Je ne les ai pas joints au devoir, mais ça, je ne m'en suis pas rendu compte. Et quelques jours plus tard, je suis convoqué chez le formateur, et là, il m'explique que je n'avais pas fait mon devoir. Donc il manquait la moitié du devoir et il m'expliquait pourquoi.
Et je lui ai confirmé, et j'étais sûr de moi de lui avoir dit, j'ai fait mes fiches de paye et je vous les ai remis dans le dossier, hein, dans le dossier de l'épreuve. Et je pensais qu'il les avait peut-être perdus. Donc, et là, on a effectivement poussé plus les recherches, et effectivement, moi, je ne les avais pas imprimés. Donc, ils étaient sur mon ordinateur, dans l'outil, mais pas téléchargés, mais pas imprimés. Bon, là, j'en ai vraiment discuté sérieusement avec mon médecin, en lui disant que là, ça commençait à durer, que voilà, ça se passait même au niveau de ma formation, et que je voulais avoir un avis à ce niveau-là. Je ne savais pas si on pouvait faire quelque chose. Et elle m'a proposé d'aller voir un médecin qui s'occupait justement de personnes qui avaient ces problèmes de mémoire, qui se trouvait à quelques kilomètres de chez moi, à Boulay, dans un hôpital. Et il était, voilà, il était gériatre, donc dans un service, un chef de service. Donc après avoir voilà, reçu le courrier de mon médecin traitant, j'ai pris rendez-vous. Ce médecin, très très bon médecin qui m'a reçu, et voilà, donc je lui ai expliqué un peu mes problèmes. Il m'a pris très au sérieux. Je le remercie encore aujourd'hui, grâce à lui, on a pu avancer au niveau du diagnostic. Donc il s'est rendu compte que j'avais un sérieux problème, donc il a décidé de me faire des hospitalisations de jour, avec tous les examens neuropsychologiques, passer devant un psychologue, voilà, faire vraiment les examens de mémoire. Et on s'est rendu compte qu'effectivement j'avais un problème d'attention et un problème, un manque du mot, voilà, un non, je ne sais plus exactement, c'est dysorthographique, voilà, plein de fautes, donc je fais plein de fautes d'orthographe. Je fais voilà, le sens des mots lorsque j'écris, on ne les comprend pas trop, car il y a aucun sens. Et donc ça m'arrive ça m'arrivait assez souvent. Et donc là, ça a duré, donc on m'a donné un traitement, et j'ai été suivi sur du long terme, hein, ça a duré 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, donc le médecin spécialiste, le chef de service de gériatrie, m'a dit qu'il fallait consulter à l'Institut de la mémoire et d'Alzheimer à Paris, car j'étais le seul jeune, hein, très très jeune par rapport aux autres personnes, aux personnes âgées. Et il me disait que ce n'était pas normal et qu'il y aurait sans doute une maladie authentique, une maladie neurodégénérative, qu'il fallait voir vraiment les spécialistes, car il n'était pas compétent dans ce domaine. Donc je le remercie encore aujourd'hui. Donc il a fait un courrier, et il l'a envoyé donc au professeur Dubois, qui est grand spécialiste et chercheur de la maladie d'Alzheimer à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Au bout de quelques semaines, j'ai été reçu très rapidement, hein, par ce grand professeur, qui lui a pris les choses très au sérieux également. Donc il m'a questionné, lu mon compte rendu avec beaucoup d'attention, et il en a conclu que mon problème était sérieux. Donc il m'a proposé une hospitalisation que j'ai acceptée. Et là, j'allais dire, le commencement du diagnostic commence. Voilà, on m'hospitalise dans ce service d'Alzheimer, et on me fait tous les examens, ponction lombaire, on me fait des tests neuropsychologiques, on me fait voir un psychologue, voilà, donc ça a été très loin, et on se rend compte que ces problèmes persistent, donc et qu'ils sont sérieux. Donc on décide de me suivre en me donnant un traitement, hein. Donc ce traitement est à base de, donc ce sont des, il faut que je trouve mes mots et la mémoire aussi. Donc c'est exactement un antidépresseur. Donc j'ai un antidépresseur qui a fait ses preuves en Amérique pour ses problèmes d'attention, le Brintellix. On me donne aussi un neuroleptique, Abilify. Et donc on me dit qu'avec ces 2 médicaments, l'attention devrait revenir à la normale. Et ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est qu'on faisait une recherche d'Alzheimer.
Je l'ai su plus tard, car ma neurologue me l'avait avoué lorsqu'ils ont eu le diagnostic, hein, d'une négativité. Donc Alzheimer, ce n'était pas ça. Donc il a fallu chercher mon problème, car mon problème était plutôt au niveau cérébral. Donc avec toujours cette grosse fatigue, donc qui pourrait expliquer ces pertes de mémoire, donc fatigue donc intense et chronique. Et donc après plusieurs hospitalisations, j'ai participé donc à des, je ne sais plus le nom, ça m'échappe aussi. Et donc des STAP, voilà, des STAP, oui, ça doit être ça. Donc si vous voulez, vous êtes reçu par tous les spécialistes. Et là, on vous questionne, on fait des petits tests, et les médecins parlent entre eux avec les grands spécialistes, et ils essaient de trouver justement la cause de mes problèmes. Et donc ça a duré un certain moment quand même, ces recherches. Et encore aujourd'hui, je suis suivi par ces grands chercheurs, hein, la Pitié-Salpêtrière, où on continue ce traitement, où on m'a rajouté un médicament qui s'appelle Mentalix, hein, donc qui est aussi, qui donne aussi des effets positifs. Donc c'est des médicaments qu'on donne pour les parkinsoniens. Et donc je vois ma neurologue qui me suit pour cette maladie depuis quand même quelques années. Je la vois tous les 6 mois, voire 1 an quand tout va bien, pour un suivi régulier. Et il s'est passé que donc comme mon état s'aggravait et qu'on ne savait pas ce que j'avais, j'ai demandé donc justement à ma neurologue si on pouvait aller plus loin et si on pouvait. J'ai commencé à me dire que c'était pas normal d'avoir autant de choses depuis si longtemps, donc je pensais plutôt avoir. Je ne pensais plus du tout à cette sarcoïdose, hein, qui pour moi était guérie, mais je m'étais dit, voilà, il doit y avoir quelque chose d'autre, un problème d'immunité, c'est pas possible pour être aussi faible et attraper tant de maladies. Et ma neurologue a accepté de me diriger vers une grande spécialiste du service interne qui s'occupe de tout ce qui est maladies auto-immunes, inflammatoires, qui après être reçue par cette donc grande spécialiste, hein, donc où là il a fallu ramener plus de 1500 pages de compte rendu, hein. J'ai des catalogues entiers, j'allais dire, de compte rendu, qui m'a ausculté, m'a posé beaucoup de questions et a décidé de m'hospitaliser. Et donc, une fois hospitalisé, c'était, j'allais dire, l'acharnement médical. C'était biopsie sur biopsie, on sentait vraiment que c'était de la recherche. Et je vous avoue qu'en quelques mois, j'ai perdu quelques kilos. J'ai très fatigué. J'étais très fatigué. J'étais à la limite de la dépression. J'en pouvais plus car c'était des examens assez désagréables. Donc on pouvait m'ouvrir, faire une ponction au niveau de la lèvre, je m'en souviens encore, en anesthésie locale, où vous n'êtes pas habitué à avoir plein de sang partout. Où voilà, c'est impressionnant. Donc c'est impressionnant. Et donc les fibroscopies, donc qui étaient aussi désagréables, où on ponctionne, on fait un lavage des poumons, où vous êtes voilà, vous voyez tout ce qui se passe, quoi, hein. Donc oui, c'est impressionnant. Donc on n'y est pas préparé, hein, psychologiquement. Moi, j'y étais pas préparé en tout cas. Et donc au bout de quelques semaines, j'en pouvais plus. Je ne pouvais plus. Et là, on m'annonce qu'après une fibroscopie qui était très désagréable, qu'on n'avait toujours pas trouvé la preuve histologique de ma maladie, et qu'il fallait continuer en refaisant donc une fibroscopie plus importante. Alors, je ne sais plus le terme. Donc, c'est aussi, il faut passer par la bouche. Et donc, c'était un peu plus gros que le fibroscope. Et pour cela, je devais être endormi en anesthésie générale. Et je vous avoue que c'était un peu dur, hein. J'étais à la limite de refuser, hein, cet examen. Finalement, heureusement que je l'ai accepté, car c'était donc je me souviens encore dans une pièce qui était très moderne, très moderne, et qui donc je me souviens, on me mettait en place la perfusion, il y avait énormément de médecins.
C'était très moderne et on m'avait plaqué sur la table sur laquelle j'étais allongé avec un système d'air qui me permettait justement de ne pas bouger pendant l'intervention. Donc j'étais très impressionné aussi. Donc ça me fait poser beaucoup de questions, hein, car c'était une intervention qui était assez risquée, car c'était au micron et c'était une intervention où il fallait faire un prélèvement au niveau de la aorte. Et donc j'ai donc tout simplement fait cette intervention et on m'a laissé rentrer à la maison, là où j'ai pu décompresser et puis reprendre un peu mes esprits, car je vous avoue, j'étais pas bien du tout et donc j'étais au bord de la dépression. Je pense que mon médecin, le médecin interniste sur la Pitié-Salpêtrière, elle l'avait comprise et elle m'avait justement demandé mon numéro de téléphone. Je lui ai demandé si je pouvais avoir les résultats assez rapidement, car j'étais pressé. Et elle avait elle m'avait confirmé que le résultat était positif, que je ne devais pas m'inquiéter, que maintenant tout allait bien se passer. Et c'est là où après on m'a mis en place, on m'a réhospitalisé pour me mettre en place un traitement plus adapté. Et je vous avoue que à l'annonce justement de ce verdict, hein, que j'avais bien une sarcoïdose, j'étais soulagé. Donc c'était un grand soulagement. Donc je me dis, au bout de 31 ans d'errance médicale, on a enfin trouvé le nom de ma maladie. Et aujourd'hui, j'en suis content, car voilà, on revit, quoi. J'ai l'impression de revivre. Et on sait maintenant ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Voilà, on a appris à connaître la maladie. Et finalement, quand je regarde toutes ces années passées, on aurait pu le diagnostiquer bien avant. Et je pense que bon, j'en veux pas aux médecins, hein, loin de là, mais je pense qu'ils y sont pas préparés à des maladies rares. Et surtout, ce qui me fait réagir, c'est que après avoir eu, j'allais dire, sur une longue période, beaucoup de choses, maladie sur maladie, qui se répétaient. Et c'est vrai que là, je pense que le médecin doit réagir et se poser la question pourquoi. Et ça n'a pas été fait. Bon, je leur en veux pas encore une fois, hein, mais je pense que il y a peut-être, comme c'est une maladie rare et que c'est assez rare, ils ont pas cette habitude peut-être d'aller faire d'autres investigations, de permettre à d'autres personnes plus compétentes de nous suivre et de faire un examen complet, un bilan complet, comme j'ai pu le faire. Il est vrai que aujourd'hui, je sais que mon médecin traitant apprend beaucoup de choses, hein. Elle me dit que je suis un cas d'école. Donc je suis un cas d'école, donc et j'apprécie beaucoup mon médecin traitant, car ainsi que tous les autres médecins qui ont pu me suivre et qui me suivent encore aujourd'hui, hein, car pour certains me disent ne pas savoir. Donc ils me disent je suis désolé, je ne sais pas, mais on va chercher. Donc c'est très positif et c'est vrai que j'apprécie beaucoup le fait que même si un médecin, voilà, on se dit quand on est jeune, un médecin c'est tout sur toutes les maladies. Voilà, on se rend compte que non, il faut qu'il y ait il y a des spécialités au niveau de la médecine. Un médecin généraliste n'est pas spécialiste dans la médecine, dans la maladie de la sarcoïdose. Et donc, elle contribue justement à chercher voilà, notre maladie. Donc, aujourd'hui, si j'ai un mot à passer, à faire passer, c'est un grand merci, en tout cas, à tous les médecins, à tous les spécialistes qui nous aident. Et voilà, moi, je leur remercie du fond du cœur. Donc voilà, c'est errance de la maladie. J'espère que, voilà, le conseil que je pourrais donner à certaines personnes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être la sarcoïdose, mais qui ne le savent pas encore aujourd'hui, qui sont porteuses de sarcoïdose. Donc voilà, si j'ai un conseil à leur donner, c'est voilà, faites l'historique de votre maladie avec votre médecin traitant. Et voilà, faites le nécessaire pour en tout cas chercher dans la bonne direction, j'allais dire, la maladie. Et c'est vrai que si vous faites moi j'ai eu la chance de conserver tous mes comptes rendus. Donc
Donc, j'ai vraiment conservé tous mes comptes rendus depuis que je suis tout petit, et c'est vrai que ça a été de grande aide pour la médecine, mais je pense aussi pour la recherche. Voilà ce que je pouvais en dire, ce que je peux dire en tout cas pour l'errance médicale. Voilà. Vous pouvez retrouver l'histoire de Mahmoud dans son livre « Que s'est-il passé ?», publié aux éditions du Panthéon. Vous trouverez également des informations concernant la sarcoïdose. Dans l'épisode suivant, Mahmoud nous parlera de son combat contre la maladie.